qu'est-ce que je vous ai trouvé? Oui, ok, on va parler un petit peu d'Ethereum parce qu'il y a 2 semaines, un peu plus, il y a la SEC qui a balancé une info en disant qu'ils voulaient classifier Ethereum comme security. Alors, au début, je voulais pas forcément en parler, mais j'ai reçu un mail il y a quelques jours là, sur le support d'une personne qui était inquiète justement par le fait que Ethereum allait être classé en tant que security, peut-être classé en tant que security, et qui s'inquiétait de l'impact sur la DeFi, de l'écosystème crypto et autres. Et donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir en parler avec vous, de pouvoir remettre un petit peu les choses à plat pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et les moyens de fonctionnement de la SEC. La SEC, pour rappel, c'est une entité juridique américaine qui fait un peu la pluie et le beau temps sur quand même beaucoup de choses. Dans l'univers crypto, ça fait des années qu'ils essaient d'attaquer un peu tout le monde. Il y a une liste de projets qui est juste admirable, tellement ils en ont attaqué. La liste des projets qu'ils ont pu classifier comme security, elle est vraiment très, 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 très restreinte. Le dernier procès qui avait vraiment fait parler de lui, c'est la SEC contre Ripple. Pour faire un résumé, ça a duré au moins 3 ans, cette affaire, Théo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Hein. plusieurs années, ouais. Ouais, ça a duré au moins 3 ans. Donc déjà, quand il y a un procès de la SEC, c'est pas des flèches, hein, ça prend un certain temps, faire de la paperasse, c'est des avocats, ce genre de choses. Donc les technos évoluent, il y a des projets qu'ils ont mis en demeure qui n'existent même plus. Donc ce qui est quand même assez drôle quand on voit la liste qu'ils ont. Et là, ils se sont dit, OK, pourquoi ne pas l'attaquer Ethereum? Parce que maintenant qu'il est passé sur un modèle de Proof of Stake, il pourrait potentiellement répondre à certaines caractéristiques du test d'OI. Le test d'OI, c'est un test qui a été inventé en 1946. Donc, vous voyez à quel point il peut être fiable sur la crypto et qui permet de définir si on a affaire à une commodity ou si on a affaire à un security. Et là, il y a 4 grands piliers dans ce test d'OI. Sur la partie investissement, sur la partie entreprise, sur le fait d'attendre des profits et est-ce que ça vient d'un tiers? Est-ce que les revenus viennent de l'effort d'un tiers? Et en fait, ils essaient de jouer sur ça en disant bah, Ethereum, maintenant qu'il est passé en proof of stake, les gens bloquent des fonds pour obtenir potentiellement du rendement. Donc, on serait dans une des catégories, on pourrait potentiellement couvrir ça. Ce qui veut dire aussi que toutes les crypto-monnaies qui sont proof of stake seraient dans ce cas-là. C'est-à-dire attaquer une bonne partie du marché aussi. Là où moi j'ai quand même quelques doutes, c'est qu'en parallèle, il y a eu des ETF spot Ethereum qui ont été déposés. Ils ont repoussé date d'échéance, mais vu l'argent que les ETF Bitcoin Spot ont fait gagner déjà aux gros institutionnels, ça m'étonne que la SEC tienne encore ce discours-là. Et je ne sais pas pour combien de temps ils vont tenir ce discours-là, mais je pense que les institutionnels vont faire pression de manière tellement forte sur la SEC qu'une fois qu'ils auront validé l'ETF spot Ethereum, de toute façon, le procès tombera à l'eau. Donc, on est un peu entre ces deux joueurs. Mais pour moi, je ne vois pas Ethereum classé en tant que securities. Il y a trop d'éléments qui font qu'il ne rentre pas dans le test d'OI. Ouais, bah après là, c'est toujours pareil, c'est comme les exchanges et je pense que ça tombe bien loin de nous, petits investisseurs particuliers en France, les implications, politiques et financières aux États-Unis parce que là, c'est comme pour les ETF Bitcoin, je pense. On a, d'un côté, et c'est vrai, les gros fonds d'investissement, qui après le succès des ETF spot Bitcoin se disent: «Beh, au final, Ethereum, peut-être pas débile comme idée, donc on va peut-être y aller». Mais c'est vrai que la SEC, elle prend aussi la pression du côté, d'autres personnes, des institutions financières plus traditionnelles qui n'ont pas forcément envie de voir ce type de produit, mais aussi du côté politique, parce qu'il me semble qu'il y a, plusieurs alors sénateurs si je ne me trompe pas, mais des personnalités politiques qui ont appelé, au stop, stop the clock, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur les ETF, ne les approuvez pas. Donc il y a aussi une pression, à l'inverse, pour ne pas approuver ces instruments. Et c'est vrai qu'on avait vu aussi le timing des procès sur les grosses plateformes crypto, parce qu'il y a eu des procès sur des projets, mais il y a eu aussi des procès sur quasiment, j'ai l'impression, toutes les plateformes d'exchange majeures aux États-Unis, qui Il n'y a, correspondaient que un petit Coinbase, peu. hein. Il y a que Coinbase qui aujourd'hui est encore dans le viseur, alors que c'est la seule plateforme qui est approuvée aux US, qui est cotée en bourse. Et c'est ça qui est fou. Je crois qu'il y a un truc sur Kraken aussi. Attends, je vais chercher parce que. Mais Ouais, mais Binance, sur Kraken, Kraken. ils ont attaqué sur la partie staking, si je dis pas de bêtises.
Ouais, mais ils ont ouvert des fronts, alors effectivement sur une partie ou une autre, mais avec toutes les plateformes d'exchange bien établies, tu vois, juste avant l'arrivée des ETF spot. Donc, et c'est pas la première fois non plus, au final, qu'on a des acteurs du secteur plus traditionnel qui se servent de la régulation pour aller taper sur des concurrents, nouveaux entrants, peut-être plus en avance. Donc, c'est pas, bon, il y a eu pas mal de choses qui sont passées là-dessus, à voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense qu'au-delà de savoir si c'est une sécurité ou pas, il y a des enjeux financiers, politiques derrière tout ça dont on n'aura pas accès, mais qui existent. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là à tenir en compte. Quel rôle ça va jouer dans tout ça? Parce que le Gary, bon, il est au milieu de tout ça. Bon, il est un peu, il est Mais comme déjà, il ça est, mais je m'étonne pense qu'il n'ait qu'il pas il sauté. prend pas mal de pression. Moi, j'aimerais pas être à sa place, par exemple, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne qu'il n'ait pas encore sauté parce que il y a eu pas mal de remous à une époque envers lui. Et je sais pas, il arrive à rester. Franck qui dit au départ, la crypto, c'est pour éviter l'économie traditionnelle. Si les États interviennent avec leurs règles, le système va doucement s'éteindre. On ne peut pas avoir une décorrélation totale. Bien sûr, d'un point de vue éthique et d'un point de vue fondamental, je suis d'accord avec toi. Il faudrait que la crypto soit totalement décorrélée de l'économie réelle. Mais ce n'est pas la Ok. réalité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais Et remonter le aujourd'hui, on n'a schéma. pas encore subi de vraies récessions pour voir comment Bitcoin se comporte. À chaque fois qu'il y a une baisse d'un point de vue finance traditionnelle, il y a une baisse sur le marché crypto parce que les personnes pensent que la crypto est plus risquée que la finance tradie. Donc, il y a toujours une corrélation entre les deux et ceux qui font la pluie et le beau temps dans l'investissement avec des fonds et des capitaux qui sont juste astronomiques, c'est la finance tradie, c'est des BlackRock, c'est des Vanguard, c'est des Fidelity, c'est ce genre d'institutionnels en fait. Je te partage ton écran. Ouais. Vas-y. C'est un schéma une courbe qu'on a déjà montré la dernière fois dans des différents lives. Mais justement, c'est pour voir, parce que ça me fait rire quand on dit ça doit être décorrélé de l'économie réelle. Là, ce qu'on voit, c'est Bah, c'est l'idée de base, c'est l'idée oui, c'est philosophique. vrai. Voilà, après, Oui, il y a oui, la c'est réalité. vrai. Il y a toujours l'idée philosophique et la réalité en fait. Mais en fait, on regarde depuis 2012, en fait, la chart, elle part depuis 2012 et on a la comparaison entre, le global M2 money supply, donc la quantité d'argent globale qui, qui circule. Alors, il faudrait voir le détail, je ne me rappelle plus exactement. Il y a le M1, le M2, donc ça regroupe. Mais bon, grosso modo, c'est la quantité d'argent qui circule et qui est émis sur le marché et le market cap total du marché des cryptos. Et on se rend compte que c'est corrélé, une grosse corrélation, pas 100%, mais quasiment presque, quoi. On se rend compte qu'il n'y a pas de bull run s'il n'y a pas un relâchement et une augmentation de l'argent qui circule au niveau mondial. Et dès qu'on a une restriction, dès qu'on a un resserrement des émissions monétaires, une augmentation des taux, on part en bear market. Donc, effectivement, initialement, ça a été créé voilà, avec le premier bloc, avec l'article de The Time, avec encore une faillite de banque, mais on se rend compte qu'au final, c'est totalement corrélé au reste de l'économie et le cycle du crédit et le cycle de l'argent. Au final, toutes les classes d'actifs sont plus ou moins corrélées et on se rend compte que la crypto est quand même aussi bien corrélée au cycle monétaire, au cycle de l'argent. Donc, malheureusement, on est quand même très corrélé avec ce qui se passe sur l'économie réelle. J'ai arrêté. Justement, je voulais raccrocher ça un petit peu à ce qu'on avait vu sur Ethereum et l'impact que ça pouvait avoir sur la DeFi, un classement d'Ethereum en tant que security. Et ici, si on regarde sur DeFi Lama, la part que représente à l'heure actuelle la blockchain Ethereum dans la DeFi, ça représente 57%, ce qui est globalement assez énorme. Et on voit qu'avec le temps, Ethereum garde sa part du marché parce que c'est plutôt des investisseurs qui vont avoir des capitaux assez conséquents qui vont se positionner dessus. Si vous avez 100 €, vous n'allez pas faire la DeFi sur Ethereum. On est bien d'accord parce que vous allez faire 2 swaps, vous n'aurez plus rien. Vous êtes vidé. Après, on a un peu de Tron, on a un peu de Binance Smart Chain, on a un peu de Solana. Pas mal de technos qui vont quand même se baser sur l'EVM. Donc, si demain, on disait que Ethereum devenait un security, si vraiment on prenait le pire des scénarios, il n'y a quasi aucune probabilité pour que ça arrive, mais c'est bien de l'anticiper et de voir ce qui pourrait se passer. Ok, on serait obligé de mettre du KYC de partout. C'est plus ou moins ce que Uniswap a commencé à essayer de faire. Après, on n'aurait pas autant de produits qu'on veut parce qu'il faudrait qu'ils soient validés. Là, on serait un peu limité. Mais se dire que toutes les autres blockchains pourraient proposer ces produits. Donc, en fait, il y aura juste un transfert de flux monétaires, comme on le voit à chaque fois, vers d'autres layer 1 ou d'autres layer 2.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau protocole qui se lance, il propose des taux d'intérêt qui sont assez intéressants et donc tout le monde va migrer de l'un à l'autre juste pour aller farmer du rendement. Et pour moi, voilà l'impact global qu'il y aurait en fait. Il y aurait juste un transfert de valeur d'un actif vers un autre. Sachant que si on regarde l'histoire d'Uniswap, il y a eu l'idée de poser un KYC dessus, mais quand vous allez sur une plateforme comme Uniswap, il y a deux choses importantes à comprendre. Vous avez le front-end, donc c'est la partie avec laquelle vous allez directement interagir. Et après, vous avez la partie back-end, donc c'est tous les smart contracts qui vont interagir directement avec la blockchain. Sur le front-end, ils peuvent se permettre de faire un peu ce qu'ils veulent. Parce que vous allez sur leur site, vous choisissez d'accepter leurs règles KYC. Et là, par exemple, ils sont amusés à délister 100 tokens de leur interface et même de les blacklister. Il y a la liste officielle sur le site d'Uniswap et ils sont blacklistés uniquement sur le front-end. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'interagir avec le smart contract d'Uniswap en sous-couche via un appel en ligne de commande ou via un autre front-end, eh ben, vous avez cette capacité à interagir avec ces tokens qui sont censés être bloqués. Parce que le blocage ne se fait pas au niveau du back-end. Ici, vous avez par exemple un site qui s'appelle Liquidity qui fournit des services et eux, ils ont différents back-ends, différents front-end, pardon, qui permettent d'interagir avec ce protocole. Et pourquoi aujourd'hui il y a autant de forks d'Uniswap et qu'on se retrouve avec des plateformes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à Uniswap? C'est tout simplement parce que eux, leur code il est libre, sauf la dernière version, la V4, et il est réimplémenté à plusieurs autres endroits. Et vous pouvez même, vous, installer un propre front-end chez vous et utiliser le protocole Uniswap. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Donc, je pense que si vraiment il y avait Ethereum qui était classé comme une securities, ce serait les front-ends qui commenceraient à mettre des garde-fous pour le point de vue étatique et le point de vue réglementaire, mais les smart contracts derrière resteraient open. Tout simplement parce que ce n'est pas simple de redéployer un nouveau smart contract. Si on parle d'Uniswap, bah, ils n'ont pas 25 versions. Ils en ont 4. Et à chaque fois qu'il y a une version, c'est qu'il y a une grosse mise à jour. On ne peut pas changer un smart contract qui a déjà été déployé sur la blockchain. Ouais, après, ça limitera l'utilisation parce qu'effectivement, tu peux forquer, passer sur de l'IPFS, HTTPS, il n'y a pas que ça qui existe. Donc, mais bien, là, il y a pas mal de gens à qui ça paraîtra compliqué ou voire même avoir l'impression de faire quelque chose d'illégal alors que même pas au final. C'est juste tu utilises peut-être un autre front-end avec peut-être tu passes par IPFS au lieu de passer par ton URL Uniswap que tu avais gardé, mais au final, le contrat n'est pas modifié comme tu l'as dit. Il sera toujours disponible. Et c'est vrai que ça sera juste des limitations au niveau de la page gérée par l'entreprise elle-même ou par les différentes entreprises qui proposent ces services, mais il y a toujours des moyens d'aller interagir directement avec le smart contract, même si effectivement, s'il n'y a pas de front-end qui va bien, c'est un peu plus technique. Mais ça peut se faire, mais toujours pareil, quoi. Est-ce que la plupart des gens iront là-dessus ou pas?